Dans une banlieue cossue de Lyon, où les villas aux façades impeccables s'alignent comme des promesses de bonheur figé, Claire Duval mène une existence qui semble taillée dans le marbre du succès. À 38 ans, elle est architecte d'intérieur, une profession qu'elle exerce avec une précision presque chirurgicale, transformant les intérieurs bourgeois en espaces où chaque coussin, chaque luminaire raconte une histoire de raffinement et de contrôle. Sa propre maison, une construction moderne aux lignes épurées et aux baies vitrées donnant sur un jardin japonais minutieusement entretenu, est le reflet de son talent, rien n'y dépasse, rien n'y surprend. Les murs blancs cassés de chaleur, les parquets en chêne clair, les touches de velours gris perle, tout est pensé pour apaiser, pour impressionner sans ostentation. Claire y vit avec Marc, son mari depuis 12 ans, chirurgien esthétique dont la réputation s'étend bien au-delà de la région lyonnaise. À 42 ans, Marc est cet homme que l'on cite en exemple, mains assurées, regard perçant, sourire qui désarme les patientes les plus anxieuses. Ensemble, ils forment un couple envié, celui que l'on invite au dîner, que l'on photographie lors des galas de charité. Leur fille, Léa, 10 ans, aux boucles châtaines et aux rires contagieux, est le ciment vivant de cette façade impeccable. Pourtant, depuis quelques mois, Claire sent une fissure s'insinuer dans cette perfection. Ce n'est pas un craquement spectaculaire, plutôt une vibration sourde, comme un diapason frappé trop fort et dont l'écho refuse de s'éteindre. Marc rentre tard, invoquant des opérations d'urgence ou des consultations prolongées à la clinique. Ses costumes sentent parfois un parfum qu'elle ne reconnaît pas, une note florale trop sucrée pour être la sienne. Claire, habituée à tout maîtriser des plans de rénovation au compte du ménage, range ses détails dans une case mentale étiquetée, à vérifier plus tard. Elle n'est pas femme à s'alarmer pour si peu. Elle a bâti sa vie sur la rationalité, sur la capacité à anticiper chaque problème avant qu'il ne devienne une crise. Mais ce soir-là, alors qu'elle ajuste sa robe bleu nuit devant le miroir de l'entrée, un appel anonyme fait vaciller cette certitude. Une voix féminine, basse et assurée, murmure « Demandez à votre mari qui est Sophie ». Puis la ligne coupe. Claire reste figée, le téléphone encore collé à l'oreille, le bourdonnement de la tonalité résonnant comme un avertissement. Elle secoue la tête, chasse l'incident comme on chasse une poussière sur une veste. Ce soir, c'est le dîner familial chez les parents de Marc, une tradition dominicale à laquelle on ne déroge pas. Elle n'a pas le temps de creuser et la maison des Duval père et mère se dresse au bout d'une allée bordée de tuyas, une bâtisse bourgeoise des années 70 rénovée avec goût mais sans excès. Henri, retraité de l'industrie pharmaceutique, et Geneviève, ancienne professeure de piano, y cultive l'art du paraître avec une constance touchante. La table est dressée avec la précision d'un rituel, argenterie héritée, verre en cristal de baccarat, serviette en lin repassée à la perfection. Isabelle, la sœur cadette de Marc, est déjà là avec ses 3 enfants, qui courent dans le salon en riant. Claire embrasse sa belle-mère, complimente le bouquet de pivoine au centre de la table, et s'installe à sa place habituelle, à la droite de Marc. Ce dernier, en chemise bleu clair, semble nerveux. Il rit un peu trop fort aux blagues d'Henri sur le golf, vérifie son téléphone sous la table plus souvent qu'à l'accoutumée. Claire note tout cela, mais choisit de sourire. Ce n'est pas le moment. L'arrivée de Sophie change la donne. Marc la présente comme une collègue de la clinique, une infirmière qui l'assiste sur des cas complexes. À 29 ans, Sophie est une brune aux yeux verts, au corps athlétique moulé dans une robe rouge trop ajustée pour l'occasion. Elle s'assoit en face de Claire, un sourire poli aux lèvres, mais ses regards vers Marc sont trop appuyés, trop complices. Claire sent une chaleur monter dans sa nuque. Elle serre son verre de Sancerre, observe. Sophie raconte une anecdote sur une opération ratée sauvée in extremis par Marc. Ton mari est un génie, vraiment, et pose une main légère sur son avant-bras. Marc ne la retire pas. Isabelle, un peu ivre après 2 verres de vin, lâche une remarque acide sur les « absences prolongées » de son frère. Tu travailles trop, Marc. Claire doit se sentir seule. Le silence qui suit est lourd. Claire, piquée, demande des précisions sur ces fameuses soirées tardives. Marc, agacé, la coupe, arrête de tout dramatiser, Claire. On en parlera à la maison. Sophie, audacieuse, intervient. Franchement, Claire, tu es paranoïaque. Marc bosse dur pour vous offrir tout ça. Les mots claquent comme une gifle avant même que la gifle n'arrive. La dispute éclate en quelques secondes. Claire accuse Marc de mensonge, de trahison.
Les voix montent, les couverts s'immobilisent. Henri tente de calmer le jeu, Geneviève bredouille des « voyons, les enfants ». Mais Marc, rouge de colère, se lève d'un bond. Sous les yeux horrifiés de toute la famille, il gifle Claire. Le bruit résonne dans la salle à manger comme un coup de feu. Claire, la joue en feu, sent le goût du sang là où sa dent a entaillé l'intérieur de sa lèvre. Le temps se fige. Isabelle porte les mains à sa bouche, les enfants se mettent à pleurer, Geneviève reste pétrifiée, une fourchette suspendue à mi-chemin de son assiette. Claire, elle, retient ses larmes. Pas ici. Pas devant eux. Sans un mot, elle repousse sa chaise, prend son sac à main et quitte la pièce. Dans l'entrée, elle enfile son manteau, ses gestes mécaniques, précis. Dehors, l'air frais de novembre lui fouette le visage. Elle monte dans sa voiture, démarre, et laisse la maison s'éloigner dans le rétroviseur. Ce n'est qu'une fois sur l'autoroute, les lumières de Lyon défilant comme des traînées floues, qu'elle laisse enfin les larmes couler. La gifle n'est pas seulement physique, elle est une fracture, un point de non-retour. Chez elle, Claire verrouille la porte d'entrée avec une détermination froide. Léa dort chez une amie pour la nuit, un arrangement prévu de longue date, et Claire remercie le ciel pour cette petite miséricorde. Elle pose son sac sur le comptoir de la cuisine, allume toutes les lumières de la maison comme pour chasser les ombres. Puis elle appelle Maître Lefebvre, son avocate, une femme qu'elle connaît depuis ses années d'études et qui a toujours su allier empathie et pragmatisme. D'une voix calme, presque détachée, Claire relate les faits, la liaison présumée, la provocation de Sophie, la gifle publique. « Je veux tout verrouiller », dit-elle. Compte, accès, documents. Il ne doit plus rien avoir. Maître Lefebvre, habitué aux urgences conjugales, ne pose pas de questions inutiles. Elle promet de préparer les premiers documents dès le lendemain matin. Claire passe la nuit à agir. Elle change les codes des comptes bancaires joints, transfère les fonds sur un compte à son nom seul. Elle récupère les doubles des clés dans le tiroir du bureau de Marc, les range dans une enveloppe qu'elle scelle. Elle scanne les documents importants, actes de mariage, contrats de prêt immobilier, assurance, et les envoie à son avocate par mail sécurisé. À 3 heures du matin, elle installe une application de surveillance sur son téléphone, connectée à la caméra Newly installée à l'entrée. Elle ne dort pas. Elle ne pleure plus. Elle planifie. Marc tente de rentrer vers 2 heures. Claire l'entend tambouriner à la porte, sa voix rauque implorant. « Claire, ouvre, s'il te plaît. J'ai merdé, je sais. Laisse-moi t'expliquer. » Elle reste assise dans le salon, les lumières éteintes, le cœur battant mais la résolution intacte. La porte reste close. Elle laisse le silence répondre pour elle. À travers la caméra, elle le voit, hagard, les cheveux en bataille, une bouteille de whisky à la main. Il finit par s'asseoir sur les marches du perron, la tête entre les mains. Claire ne bouge pas. Elle laisse son absence, son exclusion être la punition la plus claire. Quand il repart enfin, titubant vers sa voiture, elle sent une étrange sérénité l'envahir. La violence qu'il a choisie a déjà commencé à détruire sa propre vie. Le lendemain matin, Claire emmène Léa chez sa mère, prétextant un week-end prolongé. Elle ne veut pas que sa fille voie les bleus qui commencent à fleurir sur sa joue. Elle contacte un détective privé, un ancien policier recommandé par Maître Lefebvre. Elle veut tout savoir sur Sophie, son passé, ses motivations, ses liens avec Marc. Elle fouille le téléphone de son mari, qu'il a laissé dans la poche de son manteau la veille, une erreur qu'il paiera cher. Les messages sont explicites, des rendez-vous dans des hôtels, des promesses d'avenir, des photos qui font rougir Claire de honte et de rage. Mais il y a plus. Des échanges avec un compte offshore, des sommes transférées régulièrement. Marc ne se contente pas d'une liaison, il détourne de l'argent. Claire sent la nausée monter. Elle passe l'après-midi à compiler les preuves, à les classer avec la rigueur d'une architecte concevant un plan. Chaque dossier est une brique dans le mur qu'elle érige entre son passé et son avenir. Et la tension est palpable, même dans le silence de la maison vide. Claire installe des serrures supplémentaires, change le code de l'alarme. Elle sait que Marc reviendra, qu'il essaiera de la manipuler, de la faire douter. Mais elle n'est plus la femme qui l'a giflée. Elle est devenue autre chose, une stratège, une survivante. Elle prépare sa revanche avec la patience d'un artisan poli par les années. Et pourtant,
Au milieu de cette détermination froide, un mystère commence à poindre. Qui est vraiment Sophie? Pourquoi semble-t-elle si sûre d'elle, si provocante? Et ces transferts d'argent, à qui profitent-ils vraiment? Claire sent que la gifle n'était que la partie visible d'un iceberg bien plus sombre. Elle n'a pas encore toutes les pièces du puzzle, mais elle est résolue à les trouver. Une chose est sûre, elle ne laissera plus personne, ni Marc, ni Sophie, ni quiconque dicter les contours de sa vie. La porte est close, et elle en tient la clé. Les jours qui suivent la gifle ressemblent à un lent tremblement de terre intérieure. Claire se réveille chaque matin avec la joue encore sensible, un bleu violacé qui s'étend comme une carte de son humiliation. Elle évite les miroirs, se maquille avec soin avant d'emmener Léa à l'école, prétexte une chute maladroite quand sa fille pose des questions. Maman s'est cognée contre la porte de la salle de bain, dit-elle en souriant, et Léa, confiante, embrasse sa mère avant de courir vers ses amis. Mais dès que la voiture s'éloigne du portail de l'école, Claire laisse tomber le masque. Ses mains tremblent sur le volant. Elle conduit jusqu'au cabinet de Maître Lefebvre, un immeuble haussmannien discret dans le 2e arrondissement de Lyon, et y passe des heures à signer des procurations, à transférer des titres de propriété, à geler des lignes de crédit. Chaque signature est un clou dans le cercueil de son mariage. Marc, lui, appelle sans discontinuer. Son nom s'affiche sur l'écran de Claire comme une tache d'huile qu'on n'arrive pas à effacer. Elle laisse les sonneries s'éteindre, les messages vocaux s'accumuler. Claire, réponds-moi. J'étais sous pression. Ce n'est pas moi. Puis, plus tard, tu vas détruire notre famille pour une erreur? Pense à Léa. Claire écoute un seul message, celui où il pleure, la voix brisée par l'alcool et le remords. Elle efface tout le reste. Elle n'a plus de place pour la pitié. Elle a déjà transféré Léa chez sa propre mère, dans un petit appartement du vieux Lyon où les odeurs de cannelle et de vieux livres apaisent l'enfant. Mamie a besoin d'aide pour ses gâteaux, explique-t-elle. Léa accepte, ravie de passer du temps avec sa grand-mère. Claire, elle, rentre dans une maison trop grande, trop silencieuse. Le détective privé, un homme sec nommé Bertrand, lui envoie un premier rapport par mail crypté. Sophie Garnier, 29 ans, infirmière anesthésiste à la clinique Saint-Charles. Originaire de Marseille, un passé chargé, un mariage annulé après 6 mois, des dettes de jeu, un ex-mari condamné pour violence. Elle a gravi les échelons rapidement, trop rapidement peut-être. Bertrand joint des captures d'écran de comptes Instagram supprimés, des photos où Sophie pose dans des hôtels 5 étoiles, des bijoux qui dépassent largement son salaire. Claire zoome sur une image, Sophie porte le bracelet en or que Marc lui avait offert pour leurs 10 ans de mariage. Le même. Elle sent la bile monter. Elle imprime la photo, la glisse dans un dossier marqué « Preuve, point à la clinique », les rumeurs courent déjà. Une patiente influente, une blogueuse lyonnaise aux 100 000 abonnés, a vu Marc tituber dans le hall, les yeux rougis. Elle poste une story floue, quand les meilleurs chirurgiens craquent, #drama. Les commentaires explosent. Marc est suspendu temporairement, le temps d'une enquête interne. Claire, anonymement, a envoyé un mail au comité d'éthique avec les captures des messages et des virements suspects. Elle n'a pas signé, mais elle sait que ça suffira. Marc perd ses premiers patients. Des annulations en cascade. Il appelle Claire en hurlant « C'est toi, salope? Tu veux me ruiner ?» Elle raccroche. Pour la première fois, elle sourit. À la famille, elle, se déchire. Henri convoque une réunion d'urgence dans le salon parental. Claire y va, maquillage impeccable, tailleur noir cintré. Elle s'assoit en face de Marc, qui a maigri en une semaine, les traits tirés. Geneviève pleure dans son mouchoir en dentelle. Isabelle, la sœur, prend la parole. « Marc, tu as dépassé les bornes. » Devant les enfants. Henri défend son fils. Une gifle, ce n'est pas la fin du monde. Les couples traversent des crises. Claire rit, un rire froid qui surprend tout le monde. Une gifle? Devant votre petite fille? Pour défendre votre maîtresse? Elle pose sur la table les photos du bracelet, les relevés bancaires. Silence. Geneviève pâlit. Marc nie, bafouille. Sophie, invitée par Henri qui croyait pouvoir arranger les choses, arrive en retard, talons claquant sur le parquet. Elle s'assoit à côté de Marc,
pose une main possessive sur son genou. Claire se lève. Vous voulez arranger ça? Très bien. Maître Lefebvre vous enverra les papiers du divorce demain. Elle sort sans attendre de réponse. Point dehors, la pluie tombe dru. Claire marche jusqu'à sa voiture, trempée, mais libre. Elle reçoit un texto de Sophie, « Tu ne gagneras pas. » Il m'aime. Claire répond pour la première fois, « Garde-le. » Mais garde aussi ses dettes. Elle bloque le numéro. Les nuits sont les plus dures. Claire dort par bribes, hantée par le bruit de la gifle, par le regard triomphant de Sophie. Elle installe une caméra dans le couloir, une autre dans le jardin. À 3h17, une alerte, mouvement détecté. Marc, ivre, tente d'entrer par la porte de service. Il a gardé une clé. Claire, éveillée, regarde l'écran. Il force la serrure, entre dans la cuisine. Elle appelle la police depuis son portable. Intrusion à mon domicile. Mon ex-mari. Les agents arrivent en 10 minutes. Marc est menotté, emmené au poste. Claire signe la plainte pour violation de domicile. Le lendemain, une ordonnance d'éloignement est prononcée. Marc a interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres. Claire commence à respirer. Elle reprend son travail, accepte un gros chantier, la rénovation d'un hôtel particulier dans le quartier Hennay. Les clients, un couple de notaires, la regardent avec admiration. Vous avez un œil incroyable, disent-ils. Elle sourit, mais ses nuits restent agitées. Elle fouille plus loin. Bertrand lui envoie un nouveau dossier. Sophie a un compte en Suisse, alimenté par des virements réguliers depuis une société écran liée à la clinique. Marc n'est pas le seul impliqué. Il y a un troisième homme, un investisseur nommé Vincent Morel, connu pour des affaires de blanchiment. Claire sent le sol se dérober. La liaison n'était qu'un leurre. Sophie était payée pour la déstabiliser, pour la pousser à la faute, pour qu'elle signe des papiers sans lire. Le but? Accéder au compte joint, détourner les fonds du couple pour financer une opération immobilière douteuse. Claire confronte Marc par visioconférence, depuis le bureau de Maître Lefebvre. Il est chez ses parents, amaigri, les yeux cernés. Explique-moi Vincent Morel, dit-elle simplement. Marc blêmit. Il avoue en partie, Sophie, elle m'a piégé. J'avais des dettes de jeu. Vincent m'a proposé un arrangement. Claire coupe, et la gifle? C'était prévu aussi? Marc baisse la tête. Non. J'ai perdu le contrôle. Claire raccroche. Elle a assez entendu. Le conflit atteint son paroxysme lors d'une médiation ordonnée par le juge. Claire, Marc, Sophie, les avocats. La salle est froide, les néons blafards. Sophie arrive en tailleur crème, sourire carnassier. Elle accuse Claire de diffamation, brandit des faux témoignages. Claire, préparée, pose sur la table les rapports de Bertrand, les relevés bancaires, les écoutes légales autorisées. Sophie pâlit. Marc, lui, s'effondre. Il signe les papiers du divorce sur le champ, accepte la garde exclusive pour Claire, une pension alimentaire qu'il ne pourra pas payer. Sophie quitte la salle en claquant la porte. Claire sort dans la rue, le cœur battant. Elle a gagné. Mais la victoire a un goût amer. Elle a reproduit la violence, un soir, en giflant Sophie dans le bureau de Marc. Elle se souvient du bruit, de la joue de Sophie qui rougit, du regard de la jeune femme, mi-furieux, mi-triomphant. Elle a haï cette part d'elle-même. Elle consulte une psychologue, commence une thérapie. Vous avez survécu, lui dit la thérapeute. Maintenant, apprenez à vivre. Marc tente le suicide 3 semaines plus tard. Overdose de calmants dans une chambre d'hôtel anonyme. Claire l'apprend par Isabelle, qui appelle en pleurs. Il est à l'hôpital. Il demande à te voir. Claire hésite. Elle pense à Léa, à la gifle, au mensonge. Elle refuse. Qu'il assume. Marc survit, mais sa licence est révoquée définitivement. Il disparaît, part pour le Canada, dit-on. Claire, elle, déménage dans un appartement plus petit, lumineux, dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle lance sa propre agence, embauche une assistante. Léa s'adapte, pose des questions, mais Claire répond avec douceur. Papa a fait des erreurs.
On va construire autre chose. Pourtant, le suspense ne s'éteint pas. Sophie disparaît subitement. Son appartement est vide, ses comptes gelés. Claire reçoit un dossier anonyme, des photos d'elle avec un homme inconnu, prises des mois plus tôt, dans un café. Elle ne se souvient pas de lui. Un message joint, « Tu crois que c'est fini ? Tu ne sais rien. » Claire engage un hacker, trace l'expéditeur. Les photos viennent d'un serveur en Russie. Vincent Morel, arrêté pour fraude, nie toute implication. Mais Claire sait. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. La porte de son nouvel appartement est forcée une nuit. Rien n'est volé, juste un mot sur la table, prochain avertissement. Claire prend Léa et part pour Paris, chez une amie. Elle regarde par la fenêtre du TGV, les paysages qui défilent. Elle a verrouillé toutes les portes, mais certaines ombres voyagent avec elle. La violence qu'elle a fui a peut-être muté, pris une autre forme. Elle serre la main de sa fille. Elle est prête. Mais pourquoi ? Claire descend du TGV à la gare de Lyon-Part-Dieu, mais non, elle est déjà à Paris, la valise de Léa dans une main, la sienne dans l'autre, le cœur cognant comme un marteau sur une enclume neuve. L'air parisien est plus froid qu'à Lyon, chargé d'une humidité qui colle aux vêtements et aux pensées. Elle installe sa fille chez son amie Camille, une ancienne camarade de Beaux-Arts qui vit dans un atelier sous les toits du Marais. Léa, fascinée par les poutres apparentes et les toiles inachevées, oublie vite la peur. Claire, elle, ne dort pas. Elle passe les nuits à relire le dossier anonyme, à zoomer sur les photos truquées, à tracer des lignes entre les points, Marc, Sophie, Vincent Morel, et cet homme inconnu au café. Elle contacte Bertrand, le détective, qui accepte de poursuivre l'enquête depuis Paris. On va creuser plus profond, promet-il. Claire hoche la tête, mais elle sait que creuser peut faire remonter des choses qu'on préférerait laisser enfouies. Les premières semaines sont un brouillard administratif. Maître Lefebvre finalise le divorce à distance. Marc signe tout, accepte la ruine financière, la garde exclusive, la pension qu'il ne pourra jamais payer. Il est à Montréal, dit-on, dans un studio miteux, travaillant comme aide-soignant dans une maison de retraite. Claire reçoit une lettre de lui, écrite à la main, l'encre tremblante, « J'ai tout perdu, Claire. Même moi-même. Pardonne-moi, si tu peux. » Elle la lit une fois, l'arrange dans une boîte à chaussures avec les autres reliques du passé, l'alliance qu'elle a rendue, le bracelet volé par Sophie, une photo de mariage où ils sourient comme des étrangers. Elle ne répond pas. Le pardon, elle le garde pour elle-même. Vincent Morel est arrêté à Genève, extradé vers la France. Les journaux titrent « Chirurgien esthétique impliqué dans un blanchiment de 3 millions d'euros ». Marc est mentionné comme complice passif, Sophie comme intermédiaire. Claire témoigne par visioconférence, voix ferme, regard droit. Elle décrit les virements, les menaces, la gifle. Le procureur hoche la tête, impressionné par sa précision. Sophie, elle, négocie un accord, elle témoigne contre Vincent en échange d'une peine réduite. Elle réapparaît à la barre, amaigrie, les cheveux coupés courts, le regard vide. « J'ai été forcée, dit-elle. Vincent me faisait chanter avec mon passé. Marc était un pion. » Claire écoute, impassible. Elle ne croit pas un mot, ou peut-être que si, peu importe. La vérité est un luxe qu'elle ne s'offre plus. Un soir, alors qu'elle marche le long de la Seine avec Léa, Claire reçoit un appel de Bertrand. « J'ai du nouveau. » Sophie n'était pas la seule. Il y a une femme derrière Vincent. Une certaine Élise Morel. Sa sœur. Claire s'arrête net, le vent fouettant son visage. Élise Morel. Le nom lui dit quelque chose. Elle fouille sa mémoire, puis s'émet. Un nom apparu dans un rapport ancien, une patiente de Marc, une riche héritière qui avait financé une partie de la clinique. Claire rentre en courant, ouvre son ordinateur. Les pièces s'assemblent. Élise, jalouse de la vie parfaite de Claire, avait orchestré tout cela pour punir son frère et Marc par la même occasion. La gifle. Un détonateur. Sophie. Une actrice payée. Les photos truquées. Une diversion. Claire sent la nausée monter. Elle n'était pas une victime collatérale, elle était la cible. Elle confronte Sophie en prison, lors d'une visite autorisée.
Les deux femmes se font face à travers la vitre, les écouteurs crachotant. Élise Morel, dit Claire simplement. Sophie pâlit. Elle m'a promis de effacer mes dettes. J'ai accepté. Claire serre le combiné. Et la gifle? Sophie baisse les yeux. Improvisé. Marc a craqué. Élise a adoré. Claire raccroche. Elle sort dans la cour de la prison, aspire l'air comme une noyée. Elle a gagné, mais à quel prix? Elle a détruit Marc, brisé Sophie, et Élise court toujours point et la révélation finale arrive par Léa. L'enfant, en rangeant les affaires de son père retrouvées dans un carton, tombe sur une enveloppe cachetée. Maman, c'est pour toi. Claire l'ouvre, les mains tremblantes. Une lettre de Marc, datée d'avant son départ. Si tu lis ceci, c'est que tout est fini. Léa n'est pas ma fille. J'ai fait un test il y a 5 ans. Le père est un ancien amant à toi, un architecte de Marseille. J'ai gardé le silence pour ne pas te perdre. Pardonne-moi. Claire s'effondre. Léa, inquiète, l'enlace. Maman? Claire pleure, pour la première fois depuis des mois. Elle explique, avec des mots simples, que les papas ne sont pas toujours ce qu'on croit, mais que l'amour, lui, est réel. Léa hoche la tête, sereine. Tu es ma maman. C'est tout. Claire décide de tout révéler. Elle contacte une journaliste du Figaro, livre les preuves, les lettres, les rapports. L'article paraît en une, derrière la gifle, un complot familial millionnaire. Élise Morel est arrêtée à son tour, à Monaco, alors qu'elle tentait de fuir. Vincent, en cellule, se suicide. Sophie est libérée sous caution, disparaît dans la nature. Marc, au Canada, lit l'article et appelle Claire une dernière fois. Tu as gagné, dit-il. Elle répond, non. J'ai survécu. Elle raccroche. Claire reconstruit. Elle lance son agence à Paris, Duval Intérieur, spécialisée dans les rénovations éco-responsables. Les clients affluent, attirés par son histoire, par sa résilience. Elle embauche une équipe, forme des jeunes architectes, donne des conférences sur la violence conjugale. Léa grandit, pose des questions, mais Claire répond toujours. Elle pardonne, non par faiblesse, mais par choix. Elle pardonne à Marc, à Sophie, à Élise. À elle-même, surtout, d'avoir cru que le contrôle était une armure. Un an plus tard, Claire marche dans le jardin du Luxembourg avec Léa. L'enfant rit, court après les pigeons. Claire reçoit un mail anonyme, une photo d'elle, prise ce matin-là, avec un message, ce n'était que le début. Elle sourit, efface le mail. Elle a changé les serrures de sa vie, une à une. Elle n'a plus peur. Elle a appris que la violence détruit, mais que la reconstruction guérit. Elle serre la main de sa fille. Elle rentre chez elle, un appartement lumineux rue des Francs-Bourgeois, où les murs sont peints en bleu clair, où les photos sont nouvelles, où le passé n'a plus de clé. Pourtant, parfois, la nuit, Claire rêve. Elle rêve de la gifle, du silence de la famille, de la porte close. Elle se réveille en sursaut, vérifie les serrures, embrasse le front de Léa. Elle sait que les ombres voyagent, mais elle a appris à marcher avec une lanterne. La vérité, comme l'amour, est parfois une illusion. Mais Claire, désormais, choisit sa propre lumière. Et si un jour une nouvelle porte s'ouvre sur l'inconnu, elle sera prête. Elle a déjà survécu à l'enfer. Le reste n'est que décor.